Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, on va vous exposer nos attentes pour le mercato de l'OL de cet été 2024. Vous le savez, le mercato commence demain, lundi 10. Alors, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose au niveau des arrivées puisqu'on passe à la DNCG le 12. Par contre, au niveau des départs, ce n'est pas totalement exclu. Aujourd'hui, avec moi, deux invités, un que vous connaissez bien, Flavien. Salut Flavien. Salut Teddy, bonjour à tous. Et également Steven, qui est un ami d'ailleurs de Flavien et qui me l'a chaudement recommandé. Donc j'espère qu'il va faire le taf. Bonjour Steven. Bonjour Teddy, merci de me recevoir et bonjour à Bah tous. écoute, c'est un plaisir. On va commencer d'abord par un petit sondage que j'ai lancé sur l'avis des auditeurs, enfin des abonnés sur les ambitions au niveau du mercato. Donc j'ai demandé, à votre avis, l'OL va faire un mercato très ambitieux, donc 44% des votants ont opté pour ça. Donc c'est quasiment un abonné sur deux. 34% ont dit ne remplacer que les départs, donc ça a 34%. Et 21% de pessimistes qui pensent qu'on va faire un mercato à minima compte tenu de la situation financière. Alors je vais vous demander justement à vous, quel est votre avis. On va commencer par Flavien. Bah écoute, moi j'espère qu'on va faire un mercato très ambitieux, mais malheureusement dans les faits, je suis pas sûr que c'est ce qui va se passer et j'ai un petit peu peur qu'on se voit trop beau par rapport à notre deuxième partie de saison Oui, et qu'on y aille mollo quoi. Attendons de voir la DNCG qui, à mon oui. avis, va donner pas mal de réponses à ce sujet aussi. Bah, c'est sûr que la DNCG va conditionner énormément le mercato. Le départ de la casette va conditionner également le mercato. Les autres départs éventuels, hein, on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc évidemment, tant que la DNCG ne s'est pas prononcée, éventuellement une mesure d'encadrement, comme on a connu l'année dernière, ça va évidemment conditionner ce mercato. Steven, ton avis? Pour l'instant, faut attendre. Il y a les droits télé, Oui. c'est toujours en négociation, donc ça va aussi définir, je pense, le mercato et le mercato de pas mal de monde. Mhm. Beaucoup d'équipes vont peut-être attendre. J'ai vu comme la GIA Auxerre qui a bloqué des transferts. Donc il y a cette partie-là. Il y a également l'Euro et les JO. Ça va être une composante à prendre en compte parce que souvent il y a des joueurs qui sont retenus, ça met du temps pour les négociations. Il y a des joueurs qui se révèlent. Oui. Sur le mercato, je dirais pour l'instant qu'on va agir niveau départ et que l'OL fera en fonction. Il y a une question, l'équipe a sorti peut-être une cinquantaine de millions avec la vente de la LDLC Arena, donc à voir. Mais je dirais on va remplacer les partants dans un premier temps. Ouais. Euh, je pense que Textor va partir là-dessus. Alors, pour la vente de l'Arena, il faut savoir que l'OL récupère 54 millions en cash et que ces 50 millions en cash seront imputés sur le budget 2023-2024. Donc, je suis pas sûr que ça infuse spécifiquement sur le mercato de la saison prochaine. Il faut savoir que quand on va devant la DNCG, on présente un bilan prévisionnel. Donc on dit voilà, on va avoir, pense-t-on, tant de dépenses, tant de recettes. Ça va nous permettre d'atteindre un certain objectif en termes de dépenses de mercato, de vente. Hein, je rappelle que l'année dernière, John Textor est allé devant la DNCG en disant je ne vendrai pas mes joueurs. Si on regarde le bilan financier sans les ventes de joueurs, bah, c'est catastrophique. Hein, donc on comprend maintenant qu'on ait été bloqué. Donc tu as raison, hein, le passage devant la DNCG va conditionner tout ça. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment savoir si on va réussir à passer ou non la DNCG parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les intentions de l'Olympique lyonnais en termes de transfert, en termes de vente, en termes d'achat. Et en fait, c'est ça que va juger la DNCG. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez réaliser l'objectif d'achat que vous escomptez par rapport au budget que vous nous avez présenté. Donc effectivement, il y a cette composante qui est pas simple à gérer. Alors, on va passer sur certains cas un petit peu particuliers qui animent un petit peu la sphère lyonnaise. Et c'est notamment le départ en masse potentielle des gones, c'est-à-dire des joueurs qui ont été formés à l'académie. Donc on parle de Lacazette, on parle de Cacré, on parle peut-être même de Tolisso, de Ryan Cherki, d'Anthony Lopez. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est dans l'ordre des choses? Est-ce que ça vous choque un peu parce qu'on perd une certaine identité? Donc je t'écoute sur ce sujet, Flavien.
Du coup, ben oui, on risque de faire d'une petite identité lyonnaise. On sait que quand même, ça a été un moteur un petit peu de ce club durant toutes ces années. Et puis surtout cette année, je pense que justement ce groupe est ce qui nous a permis d'aller chercher d'abord ce premier exploit du maintien, puis de la qualification en Europe. Ce supplément d'âme qu'on a eu, à mon avis, vient un petit peu de cette identité lyonnaise, portée également par son public, qui peut-être nous aime enfin, a réussi à pousser cette équipe justement parce qu'elle était composée en partie de beaucoup de Lyonnais. Non mais ça, tu as tout à fait raison là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui est quand même un peu sous-estimé par les gens. Est-ce qu'on aurait fait une deuxième partie de saison aussi extraordinaire si on avait eu que des mecs qui venaient d'extérieur d'une certaine manière, qui d'une certaine manière allaient en Ligue 2, ils en auraient rien eu à foutre tout simplement parce que ils auraient été libérés de leur contrat, ils seraient partis prendre un chécos ailleurs. Là, on avait des mecs quand même qui étaient super impliqués, qui n'ont jamais rien lâché aux toutes fins de match, hein, parce qu'effectivement, la deuxième partie de saison est très bonne. Mais il y a beaucoup de matchs quand même où on revient de l'enfer, quoi. Donc, cette identité lyonnaise, je pense quand même qu'elle a compté. Steven, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je suis d'accord, mais pas à 100%, parce que pour moi, c'est à double tranchant. Alors en effet, on s'est surpassé parce que c'est des Lyonnais. Depuis l'époque Rémi Garde, on aime avoir des joueurs formés au club, des joueurs de la région. Mais pour moi, essentiellement, sur les 6 premiers mois de la saison qui ont été complètement ratés, hein, on a 0 victoire à la 14e journée. C'est essentiellement, on en a une, c'est vrai. C'est essentiellement les Lyonnais qui ont failli. Tolisso, Cacré, Cherki, Lopez, même Lacazette, c'était très poussif hein, le début de saison. Et il y a toujours eu cette exclusion des joueurs extérieurs. On l'a souvent vu un peu sur le terrain. Lacazette, Cherki, regarder Nouama du mauvais œil, ne pas faire la passe, lui faire beaucoup de remontrances alors qu'ils n'étaient pas exemplaires sur le terrain. Donc je pense que pour repartir à zéro l'année prochaine, ça serait aussi bien quand même de casser cette dynamique qui peut être très bonne comme pour moi très mauvaise. Et je pense pas qu'on peut vraiment s'appuyer sur la deuxième partie de saison qui pour moi était lunaire d'un point de vue résultat. Elle existait, mais est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer dessus et construire dessus? Je suis pas sûr. Et elle existait aussi. Alors justement, c'est là où je vais être en désaccord avec toi. C'est que oui, les joueurs sont comptables de la deuxième partie de saison, mais aussi de la première partie de saison. Mais si on se reporte à l'année dernière, on a fait également une très bonne deuxième partie de saison. Et qu'est-ce qui s'est passé l'été? Il s'est passé le départ de joueurs majeurs, comme Barcola, comme Lukeba, oui. En contravention totale de ce qu'avait dit John Textor. À l'intérieur du groupe, aux joueurs concernés, mais notamment aux leaders. Et moi, personnellement, j'attribue le très mauvais début de saison, alors déjà, l'erreur de Textor au niveau de la DNCG. Ah, ça, c'est évident. Oui, mais c'est très important. C'est-à-dire que tu avais un groupe avec comme leader Lacazette et des Lyonnais derrière qui avaient terminé en trombe la saison dernière aussi. Ils espéraient l'été qu'il y aurait les ajustements nécessaires pour pouvoir maintenir un bon niveau à l'effectif et on va dire combler les trous qu'il y avait dans l'effectif, notamment au milieu de terrain, etc. Au fur et à mesure de l'été, on leur casse les pieds avec Renato Tapia quand même, 3 semaines sur ce joueur. Ensuite, on leur ramène Shkeli Alvero, on leur ramène Akuku. Non mais je veux dire, t'es Lacazette, tu t'es cassé une certaine partie du corps et d'autres parties du corps pendant toute la deuxième partie de la saison. Tu penses pouvoir enchaîner et aller jouer le top 3 la saison suivante. On te fait partir ton pourvoyeur de ballon numéro 1, Barcola, qui désormais est en équipe de France et peut-être même à terme titulaire en équipe de France, donc qui était ton meilleur pourvoyeur. On te ramène Nuama, qui est un tout droit, qui n'a pas de pied droit, qui est incapable de te faire une passe correcte. Du côté gauche, t'as Diego Moreira, d'accord ? Donc moi, oui, je pense que les joueurs, ils sont comptables du début de saison, mais pour moi, le plus comptable, c'est John Textor, qui a fait n'importe quoi la saison dernière, enfin l'année dernière, qui, avec Mathieu Louis-Jean, et notamment à cause des restrictions de la DNCG,
et le fait qu'il a fait ses transferts de jeunes joueurs en fin d'été, ces joueurs n'ont pas été remplacés par des joueurs d'égale valeur. Donc les mecs, ils étaient détruits, ils étaient démoralisés. Et en plus... Psychologiquement, ça devait être compliqué à ce moment-là. Mais oui, mais bien sûr, mais je termine juste. Le coach, c'est-à-dire qu'eux s'entendaient bien avec Laurent Blanc, on vire Laurent Blanc après un match contre le PSG que tout le monde savait qu'on allait perdre, et on leur ramène Fabio Grosso, qui leur met des pains dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, et ça c'est Textor, c'est un choix de Grosso, c'est un choix de Textor Grosso. En plus, lui, il voulait Gattuso au début. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, je ne veux pas dédouaner les joueurs. Mais pour moi, la base du fiasco de la fin de l'année 2023, c'est les joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais c'est tout l'entourage, et cet entourage-là, c'est les autres joueurs. Imagine, tu es Alexandre Lacazette, tu as joué en PL, tu as vu des mecs de haut niveau, et autour de toi, qu'est-ce que tu as? Un Nuama qui va tout droit, qui n'a pas de pied droit, un Morera qui sort dont je ne sais où et qui est reparti je ne sais où. Derrière toi, tu as du Shkeli Alvero, tu as du Akuoku et compagnie. Comment veux-tu que les mecs, alors qu'ils pensaient être dans la dynamique de la saison passée, qu'on allait construire une équipe pour faire le top 3, ils regardent autour d'eux, ils ont que des mecs avec des pieds palmés, qui sont pas capables de faire 3 passes. Non mais c'est un fait, ça. Ça, on est tous d'accord. Oui. Mais est-ce que dans ce contexte-là, Tolisso, Cacré, Cherki, j'enlève Lacazette, j'ai pas envie de le mettre dans le lot. Mais c'est le leader de l'édifice. Oui, mais... Même Lopez, sa première partie de saison est dégueulasse. Oui. Lacazette... Mais qui l'a devant lui en défense et au milieu? C'est vrai. C'est toujours pareil. Mais Lacazette, Lopez, il n'a pas été brillant toute la saison. Lacazette, plein de fois dans le jeu, on l'a vu exaspéré, on l'a vu râler, on l'a vu... Alors pourquoi? Il y a une multitude de raisons. Mais pour en revenir à la base... Oui. Peut-être que pour moi, ce gang des Lyonnais peut avoir un côté toxique dans certaines situations et ne peut forcément pas aider les nouveaux joueurs. On a vu Nuama, on pense tous qu'il est pétri de talent et on l'espère tous. On ne pense pas tous qu'il est pétri de talent, hein, je te le dis. On le pense pas tous. Mais alors, certains le Surtout pensent. Moi. et je l'espère à 20 ou 25 millions d'euros et avec ce qu'on nous a annoncé. Mais pour moi, on l'a pas aidé. La première partie de saison, il se noie totalement. Il a fait de très mauvais choix. Il était très mauvais sur certains matchs. Mais jamais on l'a aidé. Et jamais Lacazette a été conciliant avec lui comme il a pu l'être avec Cherki. Alors pour moi, Cherki a livré certaines prestations cette année où je vais peut-être me mettre certains auditeurs à dos. Il a fait honte au football. Il a été excellent sur certains matchs comme à Toulouse. Des fois, j'avais Cherki, on le connaît. Honte de... Cherki, tu le connais. Mais il fait partie du gang des Lyonnais. Maintenant, il sera comme ça toute sa carrière. Il prend un demi-million d'euros par mois. Il est annoncé comme la plus grande pépite du centre de formation. Et aujourd'hui, pour moi, c'est facile de taper sur Nuama. C'est facile de taper sur Diego Morera qui sortait de nulle part. Mais non, mais on tape pas dessus. On tape pas dessus. On te dit, tu as une équipe qui fait 3e de Ligue 1 sur les matchs retour la saison passée. L'été, il est crucial. Tu as le propriétaire qui dit Lukeba, Barcola ne partiront pas. Ils partent tout dernier moment. Ils sont remplacés par des mecs aux pieds palmés. Lacazette, il voit tous les jours à l'entraînement. Il les voit les Shkeli Alvero. Il les voit les Akuoku. Il les voit les Morera. Il les voit les Nuama. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Donc, je veux dire, lui, il est dans... lui et d'autres, d'ailleurs. Parce que Lopez, ok, il fait pas une grande saison, ça c'est sûr. Mais le nombre de tirs qu'il se prend, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est le bal... C'est comment on dit, le truc, le ball trap, là, je sais pas quoi. Le mec, il n'arrête pas de prendre des tirs en permanence. Et en plus... En première partie de saison, en plus, on se prend des buts venus de l'espace. C'est-à-dire que les mecs qui ont marqué, ils n'ont jamais mis un but comme ça. Avant, banger sur banger. Ouais. Bah oui, non, mais rappelle-toi Croupi. Mais Croupi, il te met un but à 25 mètres. Le mec, peut-être qu'il en fera plus jamais dans sa carrière. Alors bon, je dirais chaque match, ils nettoyaient tous la lucarne. Mais pour moi, c'était le gang des Lyonnais a failli. Ça, personne ne peut. Je peux pas entendre le contraire. Pour moi, ils ont sauvé la baraque sur la deuxième partie de saison, on est tous d'accord. Mais la première partie de saison, j'étais extrêmement déçu de Cacré, de Cherki. C'est vraiment le statut qu'ont ces joueurs, le salaire qu'ont ces joueurs. Quand il n'y est pas dans la tête,
quand il n'est pas dans la tête que tu es dégoûté. Vous avez peut-être eu des trucs, mais aujourd'hui, Lacazette, il a activé ses agents pour partir en Arabie Saoudite à l'époque de Fabio Grosso. C'est à cette époque-là. Imaginez mais il y avait un côté personnel. Pardon ? On pense tous qu'il y avait. Il y avait quelque chose de personnel entre eux. Oui, mais enfin, moi je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas de statut dans les équipes, mais c'est faux. Il y a des statuts dans les équipes. Moi, j'ai pas joué au foot, mais j'ai joué au basket. J'ai joué avec des mecs qui étaient super forts. Bon, bah, s'il manquait un entraînement dans la semaine, t'allais pas leur faire la tronche parce que le mec, il te mettrait 35 points le week-end. Tu vois ce que je veux dire ? Les statuts, ça existe. Le statut ne doit pas être fondé parce qu'on est issu de la région lyonnaise ou issu du cru. Ah bah non, à l'époque, concernant Lacazette, c'est une question de niveau. Lacazette, je suis d'accord. Mais à l'époque, on a tous 50 buts en 2 saisons, excuse-moi. Gonalon, à l'époque, il a beaucoup survécu au statut. Jordan Ferry avait beaucoup survécu au statut. Cette année, Tolisso, pour moi, a survécu au statut. Clairement. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je trouve que c'est surtout sur l'intégration et la bonne ambiance, ou la mauvaise ambiance qui a pu être mise, qui ont péché. À part Tolisso, il se trouve que Tolisso a continué à jouer alors qu'il ne devait pas. Apparemment, à un moment, Lacazette a râlé quand il avait été mis en décès. Ça, c'est des choses que je trouve pas concevables, moi, dans un club pro. Bien sûr. Mais en revanche, c'est quand même, pour moi, eux qui ont permis de sauver cette deuxième partie. Je pense qu'il y avait quand même un constat d'énervement et de déception ultime. Et je dirais que la cerise sur le gâteau, ça a été Fabio Grosso. C'est-à-dire que là, t'es arrivé à un point de rupture totale, quoi. C'est-à-dire un mec qui, justement, fait fi de tous les statuts, qui visiblement ne comprend pas qu'à 33 ans, tu t'entraînes pas comme à 22, parce qu'à 22, tu dois aller chercher quelque chose. À 33 ans, tu as déjà montré des choses. Et après, c'est le week-end que tu fais la différence. Donc quand il met, par exemple, Morera ou qu'il met Shkeli Alvero titulaire parce que le mec, il était meilleur à l'entraînement, et que peut-être il y en a d'autres qui sont meilleurs intrinsèquement, j'entends. Après, je dis pas qu'il faut pas bosser, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis pas que les statuts doivent exonérer de tout effort, etc., etc. Mais à un moment donné, il y a des réalités du foot. Et que Morera, il pourra s'entraîner autant qu'il veut, aussi fort qu'il peut, il sera jamais du niveau de Lacazette ou de Barcola, parce que je vais pas remettre Barcola sur le truc. Moi, j'ai toujours dit que le seul crack de l'Olympique Lyonnais, c'était Barcola. Et je remarque que le PSG l'a compris et qu'ils ont mis 45 millions, ils ont fait une super affaire parce que je pense que cette année, il vaut le double. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, ce que je pense, c'est que moi, effectivement, l'identité lyonnaise, alors moi, je suis pas de Lyon, donc j'ai une vision un peu différente. Donc toi, Steven, tu penses que elle a des côtés positifs peut-être pour une certaine défense du blason, mais que parfois ça rentre dans le gang des Lyonnais, c'est-à-dire difficulté d'intégrer les gens qui viennent de l'extérieur. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, mais c'est quelque chose qui s'entend, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais comme tu as pris l'exemple, toi et Flavien, vous avez pris l'exemple du début de saison, moi le début de saison, je le vois totalement différemment. Mais la seconde partie de saison où Tolisso, pour moi, ne doit pas être titulaire. Mais ça, c'est un choix du coach. On ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Ça se trouve, il y a eu un clash avec Mangala, j'en sais rien. Mangala, il te coûte 2 buts, faut pas l'oublier. Certes. Ah oui, mais c'est un milieu de terrain, le mec il te coûte 2 buts. Excuse-moi, je pense pas que Tolisso, hormis contre le PSG, là où il fait sa relance pourrie, là, qui a un penalty, Mangala il te coûte un penalty et un but sur un corner. Bon, un milieu de terrain, donc on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Je pense que Pierre Sage, il fait pas de favoritisme. Il a mis des mecs sur le banc. Cherki, qui est un peu la vedette, un peu parmi les jeunes et tout ça, il le fout sur le banc. Et je pense qu'il se pose pas ce genre de questions. Lui, il est juste, il est honnête. Mais ce que je veux dire, c'est que Tolisso est toujours au club. Oui. Pour moi, il n'a plus sa place dans ce club-là. Et oui, pour toi. Pour toi. Oui, pour moi. Mais ce qui fait sa place aujourd'hui dans ce club, c'est le fait qu'il soit issu du cru. Et qu'on soit retourné chercher Tolisso, un ex-champion du monde, une carrière au Bayern. Est-ce que tu penses que ça joue dans l'idée de Pierre Sage, par exemple? Il trouve que Lovren n'est pas du tout au niveau. Non, il a Lovren, bien sûr. Oui, mais est-ce que Tolisso, en milieu de terrain, est bien meilleur que Lovren, défenseur central? J'en suis pas sûr. Moi, je défends pas Tolisso, je constate que simplement, on a une flopée de milieu de terrain et que Cacré est tout le temps titulaire et que Matic est tout le temps titulaire, ce qui, pour l'un et l'autre, me paraît tout à fait justifié. Sur Tolisso, j'ai des réserves. Moi aussi, je préfère Mangala pour d'autres raisons, parce que je trouve qu'il a plus d'impact physique, etc. Il est plus dans la projection balle au pied, etc. D'ailleurs, il a mis des buts.
Alors que Tolisso, c'est un peu je joue en chausson, je veux pas me blesser, je vais pas faire une accélération, j'ai un truc qui va péter. Ça, je suis d'accord, mais c'est le choix du coach. Donc je pense pas que le choix du coach, ils se disent Tolisso est lyonnais ou alors je veux pas froisser Lacazette. Enfin, je sais pas. Moi, tu sais quoi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je me demande si je veux pas froisser Lacazette rentre un petit peu en compte dans le choix de Tolisso sur le terrain. Moi, je suis d'accord. Pendant longtemps, Tolisso, il était sur le banc et on avait des résultats. C'est que très récemment qu'il est redevenu titulaire quasi indiscutable. Ouais, il a quand même beaucoup joué. Il a quand même beaucoup joué sur la seconde partie de saison. Et Mangala, tout le monde s'est posé la question sur Mangala. Oui. Il a été un peu blessé, mais certains matchs, Tolisso était titulaire. On ne donnait pas vraiment sa chance à Mangala. Oui, mais pourquoi ? Moi, personnellement, quand je regardais les matchs, je me posais la même question, c'est pourquoi ? Justement. Pierre Sage, il les a tous les jours à l'entraînement. Et je pense que Pierre Sage, alors vous avez une théorie qui est de dire il veut pas froisser Lacazette, donc il fait jouer Tolisso. Moi, je pense que Pierre Sage, il veut gagner des matchs. S'il obéissait à Lacazette, il aurait sans doute mis Anthony Lopez titulaire à la finale de la Coupe de France. Si c'était ça, il mettrait Cherki. Cherki, il est copain avec Lacazette. Pas pareil. Mais il le met pas titulaire. Je sais pas, c'est un débat presque. Ah oui, mais c'est intéressant. Sans fin, personne ne sera d'accord. Moi, vraiment, ce gang des Lyonnais, je suis de Lyon et on a toujours, depuis Rémi Garde, vraiment, on est tous très fiers de ce côté vraiment purement lyonnais. Il y en a eu des dizaines et des dizaines des joueurs, mais pour moi, il y en a beaucoup qui ont presque usurpé leur poste. Je me rappelle on a Rachid Ghezal à l'époque. On se demandait tous pourquoi ce joueur jouait autant. Sous l'ère Genesio, c'était beaucoup plus visible, le gang des Lyonnais. Alors, il y a eu aussi une volonté du club à l'époque de Jean-Michel Aulas. Alors, c'est sans doute plus trop le cas maintenant, mais il faut quand même valoriser l'académie. Mais Jean-Michel Aulas, il surprotégeait les Lyonnais, il a surprotégé Cherki, il les a tous surprotégés. Oui. Cherki, il a le contrat qu'il a parce que Jean-Michel Aulas ne voulait pas le voir partir, alors que, je ne sais pas si vous savez, mais Juninho, il voulait dégager Ryan Cherki. Il avait dit, le mec qui arrive, qui met 10 millions sur la table, il a Ryan Cherki. Et hop, veto présidentiel de Jean-Michel Aulas. Donc c'est une ancienne époque, et c'est pour ça que pour moi, le gang des Lyonnais correspond à l'ancien Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas et de Bruno Genesio. Et c'est pour moi, c'est excessif ce que tu dis, parce que je pense... Oui. Écoute, mais on doit tourner la page. Mais non, mais on ne la tournera pas, la page. L'académie, c'est un élément stratégique du club. Tout simplement, quand tu vois les plus-values que tu as fait sur des Lacazette, sur des Tolisso, sur des Barcola, sur des Lukeba, etc., c'est obligé que ça continue. D'ailleurs, je pense que le rêve du club, c'est que Mamadou Sarr soit très bon, que Mohamed El Arouche se relance, et que les petits jeunes là, qui arrivent derrière, on les connaît moins, parce que pour le moment, ils ne sont pas tellement intégrés. Mais ça, si tu veux, ce ne serait-ce qu'un d'un point de vue financier. Et d'ailleurs, je signale quand même que Textor, il a dit qu'il voulait prolonger Ryan Cherki. Alors c'est peut-être du bluff pour faire monter les enchères, je n'en sais rien, mais il a quand même écrit, tu me diras, il avait écrit que Barcola ne partirait jamais au PSG pour 50 millions. Bon, tu me diras, il est parti pour 40. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, ça n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, je lui ai dit sur Instagram, je lui ai dit, depuis cet événement-là, votre parole, à mes yeux, n'a plus aucune valeur. Bon, bref. Mais est-ce que Barcola... Il m'a pas répondu. Mais en tout cas, je lui ai dit. Est-ce que Barcola, un an en arrière, on pouvait refuser 50 millions dans la situation dans laquelle on était? Moi, je pense que oui. Il te fait une deuxième partie de saison l'année dernière où il te met 7 buts et je sais plus combien de passes décisives. Presque autant. Quasiment 10 passes décisives et la plupart à la casette. Tu le gardes une année. Et si on le vend pas, on passe pas la DNCG aussi, peut-être. Du coup, mais la DNCG, tu ne l'as pas passé. Ah oui, c'est ouais. Mais oui, mais t'as pas besoin de prendre un ailier, t'as pas besoin d'aller chercher Benrahma, t'as pas besoin d'aller faire des magouilles sur Nuama puisque ton ailier, tu l'as déjà. Et Barcola, s'il fait 10-10 cette année, 10 buts, 10 passes décisives, étant donné sa dimension athlétique, tout son travail défensif, moi quand je vois que le PSG recrute des Kolo Muani à 90 millions ou des Gonzalo Ramos à 90 millions, ben moi je te dis que Barcola, il part à 90 millions cette année. Ah, mais ça, après, malheureusement, c'est... Pour moi, c'est une erreur. D'autant qu'il avait encore 4 années de contrat puisqu'il était sous contrat jusqu'en 2027. Donc 45 millions, c'est une bonne affaire pour le PSG. Ils ont un titulaire en puissance
et qui sera sans doute titulaire en équipe de France à court terme. Donc, moi, tu me feras jamais avaler que 45 millions pour Barcola, c'est un bon deal, hein, certainement pas. Oui, mais c'est comme les Et en 40 de Loukeba. Mais moi, Lukeba, bon, je crois pas en Lukeba, donc ça me gêne pas. Je trouve que c'est un bon deal parce que pour moi, il vaut pas 30 millions. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bref, alors on va avancer parce que sinon, l'émission va faire 5 heures. Mais le but aussi, c'est d'échanger et de débattre. Alors, justement, puisqu'on en parlait, Anthony Lopez, qui reste une année de contrat. Tout le monde le voyait partir, les supporters lui ont même fait un truc de départ et tout ça. Moi j'ai toujours dit, mais je vois pas pourquoi il partirait. Le mec a 1 an de contrat, à 5 millions l'année, qu'est-ce que tu veux qu'il parte? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Flavien? Du coup, moi, ce qui reste, si ça fait une vraie concurrence saine et que justement, il n'y a pas l'appui du gang des Lyonnais une nouvelle fois qui pousse pour qu'ils jouent, ça ne me dérange pas. C'est toujours bien d'avoir 2 bons gardiens, hein, malgré tout. Mais pour moi, dans la hiérarchie, c'est Perry qui doit passer devant. Même si on l'a peu vu, moi, il m'a quand même impressionné et je pense qu'il a un grand avenir devant lui. Donc, s'il reste, mais que c'est pas pour faire la gueule, etc., pourquoi pas. Sinon, je pense qu'il faut qu'il s'en aille. Steven? Dossier compliqué également. On pourrait encore faire une émission entière dessus. Il coûte cher. Pour moi, oui, mais ça, c'est acté. Baisse de performance évidente. Je ne l'ai pas trouvé souverain cette année. J'avais toujours cette mauvaise impression que sur chaque tir, on pouvait prendre un but. Après, Perry, malheureusement, on l'a vu jouer, mais pour moi, pas assez pour vraiment se faire une idée. Bon, j'ai eu la chance d'aller à Lille pour la finale. Oui. Il se trouve un petit peu sur le centre, sur le but de Dembélé, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça fait but qu'il sorte ou qu'il ne sorte pas. Il a été très bon sur sa ligne, j'ai trouvé. Très rassurant, forcément, on est sur un autre gabarit, on est sur... Anthony Lopez, pour moi, c'est quand je parlais de tourner la page du gang des Lyonnais tout à l'heure, c'est vraiment... pour moi, il faut tourner la page définitivement. Après, quelles sont ses portes de sortie? En fait, la question, c'est de savoir, est-ce que tu penses qu'il va partir? En fait, comment le faire partir, c'est comment le faire partir aujourd'hui? Où est-ce qu'il peut partir? Le marché des gardiens, on sait tous que c'est un marché difficile. C'est pas la question. Est-ce qu'il va partir? Parce que partir, qu'il parte, c'est la volonté du club, puisque le club dit on prendra pas de transfert sur lui. Donc ça, c'est la volonté du club. Mais il faut qu'il trouve une porte de sortie. Tout à fait. Alors, est-ce qu'Anthony Lopez veut partir déjà? Pour moi, non. Parce que lui, il a 1 année de contrat. Il n'est pas obligé de partir. Pour moi, non. Il prend 4 ou 500 000 euros par mois. Aucun intérêt de partir. Donc, il pense qu'il peut être titulaire. Apparemment, c'est sorti dans la presse. Est-ce que c'est vrai? C'est Mohamed Toubache sur Twitter qui a sorti ça. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il pense qu'il peut être titulaire, numéro 1 bis. Ça, je pense qu'il se voit titulaire. Donc il partira pas. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec Flavien. Il y aura au minimum 8 matchs d'Europa League, puisque les groupes, maintenant, il y aura 8 matchs. Si on se va en quart de finale, ça fait 10. Si on fait un parcours correct en Coupe de France, et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, ça, tu rajoutes 5 matchs. Perry peut très bien être blessé ou même suspendu. Hein, il peut prendre un carton ou je ne sais trop quoi. Donc Lopez, il peut se dire, je vais faire entre une quinzaine, une vingtaine de matchs la saison prochaine. Et peut-être même griller le poste de numéro 1 à Perry. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça, il y a beaucoup de gens qui visiblement ne le savent pas, mais c'est que Perry, il est parti sous les huées de Botafogo. Perry, c'est un gardien qui, avant l'âge de 24 ans, n'existe pas. Il n'existe pas. Il fait une demi-saison exceptionnelle avec Botafogo, devient 3e gardien de l'équipe du Brésil. Mais en fin de saison, c'est boulette sur boulette. Oui. Et il se fait même siffler par son propre public. Donc moi, je crois qu'on fantasme un peu sur le niveau réel de Perry. Et tu parlais de ce qui circule actuellement sur Twitter. En fait, Lopez, il a vu la finale et selon lui, il dit « mais je peux regagner ma place ». Parce que lui, je pense qu'il n'a pas une grande considération pour Perry. Bon, déjà parce que c'est son rival numéro 1. Quoi, mais je pense qu'effectivement, Lopez, comme tu viens de le dire, il est convaincu qu'il peut rester numéro 1. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on pourra dire « oui, mais Pierre Sage, il voulait assurer la transition, il voulait faire plaisir à la Casette, etc. » Donc c'est pour ça qu'il a laissé Anthony Lopez titulaire jusqu'à la fin de la saison en Ligue 1.
Mais peut-être qu'il pense tout simplement qu'il est meilleur que Perry. Et il y avait Eh oui, mais moi, j'imagine pas qu'un entraîneur, alors que l'objectif, c'est de finir 7ème, ils disent « Ah bah, je vais mettre mon deuxième gardien comme titulaire. » Dans son esprit, j'entends. Mhm. Donc, je Non, suis pas c'est- certain que moi, Pierre Sage, il pense que dans la hiérarchie, Perry soit numéro 1. Moi, rien ne me laisse penser ça. En tout cas, les compositions en Ligue 1, eh ben, elles disent le contraire. Et Et il y aussi, a faut... Vercoutre. Vas-y, Thomas. Bah, je t'ai coupé, excuse-moi, je disais simplement, il y a Vercoutre. Vercoutre appuiera, si Lopez reste, je pense que Vercoutre forcément appuiera sur Lopez. Et Pour aussi, Lopez faut voir titulaire. quand même que depuis que Perry est arrivé, Lopez est meilleur aussi. Donc la concurrence, Vraiment j'ai trouvé quand même. Moi, j'ai trouvé, ouais. Ouf, On prend des kilos de but en deuxième partie de saison. Il y a pas que ça, c'est pas que de sa faute. Hein. beaucoup. Mais on prend. Bon, écoute, toi, tu l'as trouvé Le- meilleur en deuxième partie de saison. Moi, je suis pas. J'ai hyper trouvé que la convaincu. concurrence, quand même, l'avait fait se réveiller un petit peu. Moi, je trouve que Lopez, il fait du Lopez. Il fait du Lopez. C'est-à-dire des arrêts exceptionnels de temps en temps. Et parfois liés à sa taille. Hein, je suis désolé de le dire. Les gens sur la chaîne n'aiment pas quand je focalise sur la taille, mais pourtant, c'est très important dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'à niveau égal, surtout sur le poste de gardien, mais ça va être la même chose sur le poste de défenseur central, la taille, c'est très important. On a quand même eu Peter Bosz qui nous a mis un Thiago Mendes en défense centrale à 1m76. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'il ait eue, mais bon. Donc Lopez, c'est pas très grand, 1,84, on le voit à l'écran. L'autre, 1,97, évidemment. Il y a des buts qu'il n'aurait pas pris, mais il y a peut-être des buts aussi qu'il aurait pris. En termes de réactivité, de sortie, etc. Ouais. Le deuxième but qu'on prend en finale contre Paris, sur cette sorte de cafouillage que Fabien Ruiz reprend au second poteau, c'est typiquement la situation où Lopez peut être présent. Inversement, Paris, ils ont énormément d'occasions où je crois que Perry sort 2-3 gros arrêts. Mais sur des réflexes. Sur des réflexes. Oui, mais il va chercher un ballon presque dans la lucarne, mais presque sans sauter. Et là, inversement, on met Lopez en difficulté. Ouais. C'est deux styles très différents. Lopez est beaucoup plus vif. C'est un chat, il bondit sur sa ligne, il est très rapide. Après, c'est évident qu'il a beaucoup moins d'envergure, il prend beaucoup moins de place dans la cage. C'est deux styles de gardiens très différents. Je rappelle aussi, et ça, j'invite tout le monde à aller voir des photos, que Perry, c'est quelqu'un qui a tendance à prendre du poids. Oui, il est arrivé, d'ailleurs, quand j'ai vu la finale, j'ai dit, il remplit bien son short. Alors plutôt derrière que devant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, bref. Donc attention. Je suis d'accord avec toi, Steven. Je pense que Lopez est convaincu qu'il peut rester numéro 1. Et dans le pire des cas, s'il ne l'est pas, il y a beaucoup de compétitions à côté qui lui assureront au minimum une quinzaine de titularisations. Donc moi personnellement, je pense qu'il ne partira que s'il trouve un truc de fou, c'est-à-dire un Sporting qui fait la Ligue des Champions et qui lui propose genre 3 ans à 3 millions annuels, mais je pense qu'au Portugal, on ne donne pas ce type de salaire. Hein. Donc moi en plus, je ne vois pas de porte de sortie cohérente pour Lopez. Parce que son salaire est trop élevé. Ouais, Nantes, c'est vrai que c'est fait. Nantes, c'est la masse salariale. Son salaire, c'est la masse salariale entière de Nantes. Je ne pense pas que il ira à Nantes. Et c'est déjà tombé à l'eau. Et quant à non, mais je pense que ça n'a jamais existé. l'Arabie Saoudite, apparemment, il a dit qu'il ne voulait pas de destination exotique. Donc je pense qu'il y avait un challenge intéressant en Europe. Mais dans un marché aussi complexe que celui des gardiens, impossible qu'il trouve quelque chose de mieux. Mais je le dis toujours à propos de Lopez, parce que alors, il faudra que je retrouve ça un jour. Mais il avait dit au sélectionneur du Portugal que s'il n'était pas numéro 1, il ne voulait pas aller en équipe nationale pour être 2e ou 3e gardien parce qu'il voulait rester avec sa famille. Anthony Lopez, c'est un Lyonnais, c'est un gone. Pour lui, c'est le kiff de sa vie de jouer pour l'Olympique Lyonnais. Pour lui, c'est le kiff de sa vie de retrouver sans doute la Coupe d'Europe avec l'Olympique Lyonnais, de dégager Perry. Alors là, je crois que ça lui ça lui ferait plus plaisir que tout parce que finalement, je pense qu'il y a une petite guéguerre quand même entre certains Lyonnais et Textor. Et donc, Lopez, je pense qu'il est vexé qu'on lui ait mis Perry dans les pattes. Et c'est Textor qui a mis Perry dans les pattes, puisque Textor avait annoncé Perry dès le mois de juin de l'année dernière. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, je pense que... En même temps qu'Adrielson, la pépite. Oui. Alors bon, Adrielson, il aura sa chance dans la saison qui vient, je pense. Mais si ça ne marche pas, il faut penser qu'il va partir aussi au mercato hivernal, je pense.
Maintenant, on va aborder le sujet Jake O'Brien. Alors, il y a des rumeurs, des infos, on appellera ça comme on veut, qui évoquent un potentiel départ de Jake O'Brien. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Flavien? Bah écoute, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il a quand même été, je trouve, surperformé par rapport à ce qu'on attendait quand il arrivait, Clairement. que ce soit défensivement ou même en termes de buts marqués. Donc au final, moi je trouve quand même il fait partie de la réussite de cette deuxième partie de saison, même s'il est quand même, il a des 2-3 limites qu'on a pu voir Bah, parfois. on parlait du deuxième but en finale de Coupe de France. Il n'est pas blanc-bleu sur ce but-là quand même. Personne au marquage et Oui, bah oui. c'est à lui de le prendre, ouais, clairement. Ensuite, il défend dans le but, à l'intérieur du but. Ouais. Je pense que c'est pas une très bonne idée en général. C'est compliqué, oui. Steven. Bah, ça me fait mal au cœur parce que ça a l'air d'être un bon gars. Oui. Finalement, il a une belle réussite dans sa carrière. Il arrive de Molenbeek, il perce d'un coup comme ça. Il surnage dans l'équipe minable qu'on avait au début de saison. Oui. Mais, Meilleur joueur de la première partie de saison, on peut dire. Oui, clairement. Je crois qu'il est deuxième ou troisième buteur du club sur la saison. Deuxième. Oui. Mais pour moi, je pense peut-être qu'il est meilleur neuf que de défenseur central. Parce que... bah, non, mais vu sa vitesse, on peut se poser la question après au niveau des pieds, c'est autre chose peut-être. Il y a de la data qui est sortie sur Twitter il n'y a pas longtemps là, sur les stats d'O'Brien comparés avec les 5 grands championnats. Il avait 3 ou 4 catégories de défenseur central dans le top 20% ou 10% les plus faibles des 5 grands championnats. Alors il a d'énormes qualités physiques, il court très vite, il est impressionnant, il a 2 beaux pieds, hein. Souvent il ressort plutôt pas mal la balle, il prend des risques, mais l'anticipation, le placement, les interceptions, plein de fois il couvre pas leur jeu, enfin il couvre leur jeu, pardon. Alors on pourrait peut-être, pour aller à sa défense, dire que c'est un joueur quand même de 23 ans qui fait sa première saison en première division, donc qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre et que peut-être finalement il ne peut que progresser. Alors, je demanderais une saison de plus, dans une équipe plus stable, une équipe avec un milieu beaucoup plus conséquent qui défend beaucoup mieux, dans une équipe qui prend beaucoup moins de buts et qui subit beaucoup moins. J'aimerais voir, mais très honnêtement, on en parlera sûrement plus tard avec les défenseurs peut-être attendus sur des gauchers. Si on recrute un défenseur, je pense qu'il perd sa place de titulaire. C'est pour moi en Coupe d'Europe, si on fait un quart de finale de Ligue Europa, c'est compliqué. Hein. Donc toi, au final, imaginons il y a un club qui arrive, il met 20-25 pour O'Brien. Qu'est-ce que tu fais ? Si là j'ai vu que Dortmund était dessus, je suis prêt à l'emmener moi-même. Flavien. 20-25, je l'emmène moi-même. Pareil, voilà, ça dépend du montant du transfert. Ça dépendra toujours du chèque de toute façon. C'est ça, 25, on sait qu'on peut recruter quelqu'un derrière qui fera le taf aussi. Pour en dessous de 25, moi aussi je lui laisserai encore sa chance parce que malgré tout, je pense, comme tu dis, qu'il peut progresser. Avant, il a toujours joué dans des petites équipes. Cette année, l'équipe, ça a mis longtemps avant de tourner quand même. Et puis on a eu beaucoup de chance. Donc moi, je pense qu'il peut quand même être je dis pas que ça va devenir Maldini, hein, mais je pense que ça peut être quand même un bon défenseur et puis s'il met ses 5-6 buts par an malgré tout sur corner, ça fait du bien aussi. Alors quelqu'un m'a dit dans les commentaires quand j'ai mis les infos sur O'Brien et notamment sur Dortmund, mais pourquoi le transférer sachant que c'est un petit salaire ? En fait on se retrouve exactement dans la même situation que Castello Luqueba. C'est-à-dire que l'année dernière, Castello Luqueba, il part pourquoi ? Tout simplement parce que le RB Leipzig peut lui offrir un contrat que nous, on ne peut pas lui offrir. Puisqu'on avait un encadrement de la masse salariale. Donc admettons qu'O'Brien, il doit être peut-être à 800 000 euros annuels, hein, parce que c'est un gars qui vient de nulle part. Hein, donc il a un très petit salaire. Et donc le RB Leipzig discute avec ses agents, Dortmund ou des clubs anglais, et disent on va lui faire x5. Et nous, évidemment, on ne peut pas faire x5. Donc l'intérêt de transférer Jake O'Brien, c'est que lui, il fasse x5 ou x6 sur son salaire et que nous, on récupère 25 millions pour aller chercher un joueur peut-être plus référencé et avec un salaire inférieur. Donc c'est pour ça, l'intérêt d'un tel transfert, c'est ça. Même si dans l'absolu, je suis assez d'accord avec Steven qui disait moi, je lui laisserai une autre année parce qu'il a encore beaucoup d'années de contrat. On a envie de voir là où il peut aller. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas forcément lui donner un salaire à la hauteur de son rôle dans l'équipe
C'est pour ça d'ailleurs que Lukeba est parti. Si on s'était aligné, alors on pourra dire oui, mais on faisait pas de Coupe d'Europe, etc. C'est peut-être un élément. Mais si on donnait satisfaction à Lukeba sur le plan salarial, on n'aurait pas eu cette situation-là. Ça pourrait être la même situation avec Jake O'Brien. Moi personnellement, c'est vrai qu'il m'a parfois fait très plaisir et parfois il m'a beaucoup énervé. Et notamment le match de Monaco. J'avoue que la tête où il se fait prendre par Ben Yedder, ça, je m'en remettrai jamais. Ah oui. Il me faudra quelques années pour m'en remettre. Parce qu'en plus, il était vraiment dans mon axe, puisque j'étais au stade ce jour-là. Vraiment, je le vois bien. Et sur un coup franc. C'est-à-dire que... Oui, normalement, t'es placé, c'est voilà, un peu au marquage. Tu peux pas te faire prendre de la tête par Ben Yedder. Le mec, il a 35 ans, il a un cul comme ça. C'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Et le rouge contre le Havre également, hein, ce pied. Oui, tout à fait. Donc, mais après, comme je le disais, ça reste un jeune joueur. Et alors, au niveau Ligue 1, donc s'il a quelqu'un pour le guider, pour le faire progresser, etc. Effectivement, moi aussi, j'ai envie de le voir une année de plus. Parce qu'en plus, effectivement, c'est un bon gars, c'est un combattant, c'est un warrior. On a envie de voir ça. Mais la réalité économique va peut-être nous rattraper. Si Dortmund vient et propose 25 et que lui, il lui quadruple ou quintuple son salaire, chose que nous ne pouvons pas faire, là, je vois pas comment on peut le garder. Bref. Oui. Et puis je pense que toujours pas cool de garder des joueurs frustrés justement pour ça, donc c'est peut-être mieux, oui. Et l'OL, je pense, sera vendeur s'il y a une offre. Je pense qu'à partir de 15 millions, l'OL sera vendeur, c'est évident. Un joueur a recruté 1 million d'euros, c'est ce que j'étais en qui a fait une saison plus ou correcte. Après, il peut y avoir un veto de Textor qui estime que s'il vaut 20-25 maintenant, s'il fait une grosse saison l'année prochaine, il y aura peut-être 35 ou 40. Ça peut être aussi un calcul. C'est pas impossible. Surtout avec la Coupe d'Europe, il y a une mise en avant. Oui, tout à fait. Il y aura une mise en avant, etc., etc. Et puis c'est un international irlandais. Tout à fait. Voilà. Ce qui augmente de facto sa valeur, même si la sélection irlandaise ne fait pas spécialement rêver. Je suis pas sûr que tout le monde regarde les matchs. Mais enfin bon, c'est un plus de toute façon. Ok, on enchaîne avec Nicolas Tagliafico qui ne rêve que d'une chose depuis qu'il est arrivé à Lyon, c'est de repartir par l'avion de retour. Il a voulu retourner à l'Ajax, il a essayé d'aller au Betis, je crois. Enfin bon, bref. Là, on l'annonce à l'AS Roma puisque Ghisolfi est le nouveau directeur sportif de l'AS Roma. Visiblement, il aime bien nos joueurs puisque il voudrait Tagliafico et un autre joueur, je ne sais plus lequel. Nuama aussi. Ouais, Nuama, exactement, tout à fait. T'as raison. D'ailleurs, moi, je lui donne les deux, il n'y a pas de souci. Donc, quel est votre avis sur Tagliafico ? Doit-il partir ? Doit-il rester ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sachant qu'il est en fin de contrat en 2025. Donc, soit il part gratuit la saison prochaine, soit on récupère une indemnité tout de suite. Flavien ? Bah écoute, franchement, ça va dépendre de tout. Nouvelle fois des offres, de qui on prend s'il part. À combien tu le lâches ? Peut-être 5. Ouais. On lâche tes 5. Je crois que, ouais, bah du coup, voilà, c'est un peu moins. Alors, on peut le lâcher pour un peu moins. À voir qui on recrute pour le remplacer, parce que je suis pas sûr que Abner Vinicius vienne pour jouer titulaire. Non, c'est pour être 2. Voilà, donc franchement, je suis un peu mitigé sur Tagliafico. Il a fait des bons matchs, il a fait des mauvais matchs, puis il a envie de partir, donc peut-être qu'il s'en aille au bout d'un moment. Ok. Steven ? 6 premiers mois de la saison atroce, pas dedans. On avait l'impression d'avoir un dépressif dans l'équipe. Peut-être qu'il l'était d'ailleurs. Peut-être qu'il l'était, sûrement. Il y a eu du beaucoup mieux sur la seconde partie de saison, beaucoup plus impliqué. On le voit quand même quand il marque sur ses célébrations à Lorient et contre Reims. Ouais, il est rageur, ouais. Il est rageur, un Argentin, il se bat, mais il va avoir 32 ans en août. Fin de contrat l'année prochaine. C'est simple, hein, si on le vend pas cet été, si on récupère pas 6-7 millions, de toute façon, il partira pour 0 l'année prochaine. Oui. Et on revient dessus, mais on repart en Europe cette année, avec peu de certitude. Est-ce qu'on peut partir en Europe avec un Tagliafico dépressif et Abner que le Betis nous a gentiment offert à 8 millions. À 8 millions, mais apparemment, tout le monde est très content de nous l'avoir vendu. Comme à Cocu.
Comme un On Kouakou. récupère les fonds de tiroir du Betis Séville. D'ailleurs, je J'espère que pense c'est qu'il pas l'ambition du club, mais enfin bon. il faudrait faire une émission sur cette drôle de liaison Textor Betis Séville. Oui, c'est vrai. Ils ont C'est beaucoup de bons joueurs, mais je sais pas pourquoi on va chercher les plus nuls. Et la On prend Gantoise. ceux qui sont mauvais, ouais. Et la Gantoise. On a l'impression qu'on discute avec Ouais. 2 clubs, la Gantoise et le Betis Séville. Et au Betis, il y a beaucoup de bons joueurs, mais c'est bizarre. À chaque fois, on allait chercher ceux que les supporters détestent le plus. Mais pour Tagliafico, non, à vendre. En vrai, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur la seconde partie de saison. Mais je crois que c'était. Combien il a fait 2 saisons, 3 saisons chez nous? J'ai même plus souvenir. 2. Bah, il y a. Allez, 4 mois à garder. Mhm. Et On enchaîne à avec 32 son à remplaçant, 32 ans, excuse-moi. ouais. On enchaîne avec son remplaçant, Enrique. Donc Abner Vinicius va prendre sa place. Est-ce que vous, ça vous fait pas mal au cœur quand même de voir Enrique Silva partir comme un veilleur de nuit, même pas un message du club. Alors lui a communiqué, mais bon, enfin ils lui ont offert une petite plaque pour ses 45 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous comprenez qu'on aille chercher Abner Vinicius alors qu'Enrique Silva est déjà au club, il est intégré, il parle français, c'est le super bon mec, il accepte son rôle parfaitement, dès qu'il rentre sur le terrain, il donne tout, pour aller chercher un Abner Vinicius dont on connaît pas grand chose et qui coûte 8 bars. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Steven. Bah, le truc, c'est que Enrique, on oublie l'homme. Le footballeur est quand même pas génial. Il est pas génial. Bah, Il y a- tu vois, moi, il y a- je trouve que cette saison, quand même, il a y a eu beaucoup de cœur. il a montré autre chose cette Il a saison. Il y a progressé. il y a eu beaucoup de cœur, il y a eu beaucoup d'envie, ça on peut pas lui enlever. Mais je me rappelle plus quel match il commence titulaire, je crois, après Reims. Non, mais c'est pas sa c'est vocation. rude. C'est dur. Ouais. C'est dur. Et encore une fois, dans un club qui va jouer l'Europe l'année prochaine, donc on va faire une saison à 70 matchs, 60 matchs. Il y aura de la rotation, forcément, surtout si Tagliafico reste, et qui est quand même souvent blessé. Pour moi, Enrique, c'est pas possible. Ok, donc Il y a toi, Maitland-Niles oui. et Abner Vinicius, ou je sais pas. À voir, je sais pas. En tout cas, toi, J'ai envie d'y croire. Tu ne regrettes pas le départ d'Enrique Silva, Flavien, toi? J'ai un peu plus mitigé quand même sur le sujet. On en avait déjà parlé. Tu m'aurais posé la question l'année dernière. Je t'aurais dit, très content qu'il s'en aille. Cette année, un peu plus mitigé. Ouais. Moi, je trouve que ça manque un peu de classe. Mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'est évident. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Ce qui compte. Après, oui, il y a le fond et la forme. Oui, c'est exactement. Mais moi, je trouve que le fond, je trouve que pour moi, il a gagné ses galons de remplaçant méritoire. Parce que, attention, hein, je suis pas dans le social. Hein, je dis pas qu'on doit garder Enrique parce qu'il est gentil, qu'il parle français. Non, moi je trouve qu'il a progressé. C'est plus du tout le même joueur que quand il est arrivé. Quand il est arrivé, c'était catastrophique. Tu te demandais, mais ce mec-là, il n'a même pas le niveau du national, quoi. Et là, bah écoutez, moi, voilà. En tout cas, je comprends pas. Si vous prenez un mec gratuit à sa place, qui est plus jeune et tout ça, je comprends. Abner Vinicius, je comprends pas. En fait, c'est le fait qu'il soit remplacé par Abner Vinicius qui me gêne. Oui, c'est et qu'on étrange. mette 8 millions pour ce mec-là. C'est ça qui me surprend. Mais ça, c'est vraiment cette connexion, elle est étrange. Un jour, peut-être que ça sortira, il y a quelque chose derrière. Mais oui, parce qu'on peut rajouter aussi à Koukou, mais aussi Luis Enrique. Qui oui, vient du Betis, qui est parti à Botafogo et qui va revenir à Lyon l'hiver prochain. Et lui qui veut rester à Botafogo aussi, du coup. Là. Enfin, qui veut rester à Botafogo cet été. Parce qu'il faut savoir qu'il avait une clause qui lui permettait de venir à Lyon dès cet été. Il a décidé de faire la saison complète avec Botafogo. Et apparemment, il viendra l'hiver prochain. Apparemment, il est pas très bon. Je le connais pas assez, je peux pas vraiment me prononcer sur lui. On dit que c'est un mec qui a beaucoup de ballons, mais qui se regarde beaucoup jouer. Ouais. Une sorte de Ryan Cherky ailier. Donc, nickel. Ça fait pas forcément rêver. Ouais. On va continuer avec Aurel Mangala. Donc Mangala, on en a parlé déjà un petit peu quand on a évoqué le Catolisso. Vous savez que peut-être l'intention du club, c'est de lever son option d'achat et ensuite de le transférer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand j'ai vu ça, j'arrive pas à comprendre ce qu'on fait. Déjà, j'arrive pas à comprendre pourquoi on voudrait le retransférer. Enfin, moi, je l'ai trouvé bon, mon gars-là, quand même. Ouais. Même s'il a fait pas sur tous les matchs, il a fait des erreurs, comme tu l'as dit, il nous a coûté 2 buts importants. Mais quand même, au milieu de terrain, c'était un profil qu'on n'avait pas, qui est physique, box-to-box, capable de marquer des buts. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose derrière qu'on sait pas trop.
parce que pour moi, quand même, il a sa place à l'OL actuellement, quoi. Steven? Voilà, on parle quand même d'un milieu qui a joué en première ligue, international. Il joue avec la Belgique. Il a joué hier contre le Luxembourg. Oui. Mais ce genre de profil de joueurs, de grands joueurs, il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe. Il a un profil qu'on n'a pas vraiment, effectivement. Après, encore une fois, on approche de l'Euro. Peut-être qu'on peut bien le vendre. Je dirais, on va pas faire une grosse plus-value, ou peut-être même pas de plus-value. Peut-être que sa vente peut débloquer 2 milieux de terrain. Je sais pas trop ce que le club L'idée, en envisage. gros, ce serait de limiter les dégâts par rapport à une option d'achat qui est très très élevée, 17,5 millions, Ouais, 17,5, et ouais. un prêt payant d'11,5 millions. Donc, en gros, 30 Ouais, on est à millions. 28, ouais. Donc, on se dit, si on le vend 25-30, finalement, on perd pas trop de fric, alors Ouais. que si on lève pas l'option, on perd nos 11,5 millions de prêt. Ouais, C'est vrai. je comprends. Je pense que il y a comment dire, une volonté comptable là derrière, j'ai vu pour. Ah bah ça... Sinon, ça n'a pas de sens. Mais en Ouais. termes de football, moi j'ai envie d'avoir ce genre de joueur dans l'équipe. D'accord. Voilà. Pareil, il est quand même titulaire avec la Belgique. Enfin, Oui. ouais. On parle pas du. Voilà, Oui. on parlait d'Enrique avant. Je pense qu'on est sur une Oui, autre bien sphère de sûr, joueurs bien sûr, quand même bien avec sûr. Aurel Mangala, Tout à fait. les Abner. Voilà, ça c'est un joueur. Pour moi, c'est le haut du panier. Ok. On enchaîne avec le diviseur, Ryan Cherki. Ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Il ne laisse personne indifférent. Alors, première question. Est-ce que vous pensez que Ryan Cherki va aller au bout de son contrat, ou alors est-ce qu'il va partir cet été, comme peut-être d'autres? Ça va dépendre des offres et des clubs qui se présentent, je pense. Alors justement, est-ce Euh, que on a parlé du PSG? Est-ce que la saison, est-ce que le comportement, euh, la typologie de jeu, parce que Ryan Cherki, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'il ne peut jouer qu'à un poste, c'est un numéro 10. Or, qui joue avec un numéro 10 en 2024? T'as changé de discours à ce sujet. Au début, je me rappelle que tu disais qu'il pouvait jouer ailier aussi. Et j'étais pas forcément d'accord avec toi. Moi, je pense que son avenir est en ailier, parce que je pense que personne joue avec un numéro 10, mais est-ce qu'il le peut? Je suis bien obligé de reconnaître que non. Il l'a fait un peu plus, parce que sinon, il jouait plus du tout. Mm. Mais Et quand il joue ailier, il joue pas vraiment ailier en plus. Enfin, oui, mais c'est ça, il revient vers le il joue centre dans l'axe, quoi. systématiquement, oui, non, bien sûr. Donc, il reste, il part. Je sais pas, je te le redis, ça va dépendre des offres. Je le vois pas partir dans un club de seconde zone. Moi non plus. Et sinon, il préférera rester, même si maintenant on a bien vu. Mais il aime bien l'OL, mais bon, je pense que quand même la plupart des joueurs pensent à eux avant le club malgré tout. Donc s'il se dit je peux rester 1 an et je pars dans un gros club, je pense qu'il le fera. Est-ce que vous seriez choqué qu'il ne prolonge pas et parte gratuit? Impossible, je pense. Moi, je pense que ce serait une défaite pour le club. L'OL, c'est soit ils le vendent cet été, soit ils le prolongent. Je pense. Je pense qu'il n'y a pas d'autre Après, on a bien alternative. vu Awar, des fois, c'est pas tout le temps Justement, comme faut pas on veut. Hein. Ouais, mais il est beaucoup plus bankable, Cherki, que Awar à l'époque. Awar, c'était un zombie Oui. avant de partir. Puis Cherki, Cherki, il a ce profil un peu de détonateur. Alors, pas régulier, un peu feignant sur le repli, etc. Mais un mec quand même qui est capable... Oui, non, moins quand même qu'à une époque. Mais déjà, je trouve qu'il a progressé athlétiquement. Oui. Le Cherki qu'on voit cette année, c'est pas le Cherki qu'on voyait les 3 années précédentes. Ouais. À la rentrée à Toulouse, il est vif. Oui. Athlétiquement, je trouve qu'il a progressé. Après, c'est une question de volonté. Mais finalement, des joueurs comme ça qui te rentrent dans un match, un peu comme Jérémy Doku à Manchester City, c'est pas un gars qui va forcément être titulaire. Mais bon, pour débloquer une situation, t'envoies Doku à la 60-65e, et le mec, il te fait des différences de fou. Par contre, tu peux pas vraiment compter sur lui sur l'intégralité d'un match. Donc moi, je vois Ryan Cherki un peu comme un Doku. Alors j'aimerais bien qu'on le vende aussi bien que Doku. Par contre, je comprends pas le fait qu'il soit pas sélectionné pour les Jeux Olympiques en soi. Moi, j'avais regardé les matchs des U20, les 21. Franchement, il était super chaud. Ouais, à chaque fois, c'est facile pour lui. Ouais. Il faisait des très gros matchs et j'arrive pas à comprendre pourquoi Henry ne le reprend pas, même s'il a pas fait une saison de fou avec nous. Il sait ce qu'il a dans les pattes et qu'il a toujours été bon en équipe de France Espoir. Donc, je comprends pas ça, par contre. Alors en fait, la liste pour les JO, elle est tout à fait provisoire puisqu'ils doivent donner la liste définitive le 3 juillet. Donc je pense que Lacazette ne sera pas dans la liste définitive et que Cherki y sera. Okay. Parce qu'en plus, ils n'ont pas envie qu'il aille avec la sélection algérienne.
Ah, c'est ça aussi. Et puis Oui, même, du coup, dans le cas où on veut le vendre, c'est pareil. S'il fait des gros JO, bien sûr, on peut prendre un bon petit billet sur la vente. Et là, tout le monde serait content, je dirais. carrément. Alors, on va passer au Oui. très, 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 très gros dossier. Alexandre Lacazette, donc vous l'avez évidemment lu, convoité par l'Arabie Saoudite qui propose de lui quadrupler sur son salaire sur 2 voire 3 saisons, une troisième saison en option. C'est-à-dire que si on fait le petit calcul, Lacazette il doit être à peu près à 6 millions. Donc on lui propose, allez on va dire 25 annuels, sur 2 ans ça fait 50, sur 3 ans ça fait 75. Est-ce qu'il peut dire non? Non. C'est compliqué, hein. Il peut pas dire non. Même moi, j'ai envie d'y aller. Voilà. Il peut pas dire non. Il peut Non. pas dire non. Et je suis un peu agacé par les gens qui disent dans les commentaires, bon, vous les lisez pas, moi je les lis tous parce que je dois les valider, qui disent Messi fait ça, c'est qu'il aime pas le club et tout ça. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Il y a plusieurs choses. Bah, déjà, là, quand même, il est revenu. Bon, il fait 2 saisons de fou, malgré tout. Eh oui. Enfin, c'est pas 2 saisons de fou, mais une première saison. Enfin, il met tous les buts qu'il doit mettre. Il sauve le club. Il surperforme. Quand tu as une offre comme ça, tu as 33 ans et que du coup, pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre de la part de Lyon pour une prolongation. Oui. Que ce soit avec augmentation, diminution du salaire. Enfin, il n'y a pas eu d'offre de prolongation aucune. Oui. Donc, il peut pas rester sans offre de prolongation. Et puis, quand tu as une proposition salariale comme ça fait quand même réfléchir. Non, c'est sûr. En fin de carrière, tu te dis, je suis quand même tranquille après, quoi. Pour moi, on Bah, va partir. lui et ses descendants, les descendants de ses descendants, Ah, Oui, etc. voilà. Et Tout le monde est Vraiment. bien. La famille Lacazette est bien, quoi, après. Oui, Et, oui, tout et à surtout, fait. c'est Oui. gagnant-gagnant pour tout le monde parce Oui. que l'OL pourrait négocier une indemnité de transfert. Et on l'a vu, hein, l'Arabie Saoudite, je crois qu'ils ont envoyé 80 ou 90 millions sur le sosie de Neymar. C'est pas impossible qu'on reparte avec 15 ou 20 millions, hein, on sait jamais. Il y a ça à prendre en compte. Mine de rien, il nous coûte 5 ou 600 000 euros par mois en salaire. Oui, oui, oui. Ensuite, et ça, je peux me faire énormément d'ennemis. Lacazette, cette année, était très important. Il a marqué énormément de buts et parfois des buts sortis de nulle part. Moi, dans le jeu, je l'ai trouvé certaines fois assez suffisant. Mais il gagne plus un duel. Voilà. Puis, Je l'ai trouvé dans son jeu en pivot, dans son jeu au but, des remises des fois très moyennes. Je l'ai trouvé. Puis voilà, il a 33 ans. Physiquement, il va être de plus en plus emprunté, c'est Bien sûr. sûr. Là, C'est un extraordinaire renard des surfaces. Je Ouais. pense qu'il n'y a pas mieux que lui d'ailleurs. Il faut voir les XG qui sont, donc il surperforme nettement par rapport à ses XG. C'est un finisseur exceptionnel. Mais dans le reste du jeu, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et je pense que lui-même en est conscient. Je vais vous dire, je pense que Lacazette, il est parfaitement conscient de ça. Et pour moi, il ne peut pas refuser 50 ou 75 millions pour aller jouer en chausson en Arabie Saoudite. C'est pas possible. Mais bien sûr. Et en plus, il y a cette histoire de JO où, pour moi, peut-être qu'il a envie de les faire. Et peut-être qu'il pourrait les faire, mais s'il reste à Lyon, forcément, c'est impossible parce qu'il a besoin d'une pré-saison complète. Oui. Alors que éventuellement, s'il s'en va jouer en Arabie Saoudite, les JO pourraient peut-être être accessibles. Ouais, c'est vrai. En termes de jeu, je pense pas qu'il ait besoin d'une pré-saison complète pour aller jouer tranquillement en Arabie Saoudite une fois par semaine, alors qu'à Lyon, forcément, s'il fait les JO, la saison elle est finie. Ouais. C'est impossible. Moi, je pense pas qu'il fera les JO, alors peut-être que je me trompe. Mais j'aimerais. Tout simplement parce qu'il n'y a que des coups à prendre. L'équipe, elle va être nulle à chier. Elle va être nulle à chier. Tous les clubs, on a vu les Lillois qui, eux, ont leur tour préliminaire. Nous, on va être en début de championnat. Tu as beaucoup d'équipes qui seront en début de championnat. Le championnat, maintenant, l'argent de la Ligue des Champions, il est essentiel. Tu ne peux pas t'en passer. Il y a 4 places potentiellement avec la 4e place. Donc, tu ne peux pas te permettre de lâcher des points en début de saison. Donc, moi, je pense que Lacazette ne veut pas y aller parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Tu as une équipe en bois, vraiment en bois. Regardez un petit peu ce qui s'est passé à Tokyo. C'était pathétique. Ils ont rappelé du Savanier, ils ont rappelé du Gignac, je crois qu'il y avait Thauvin ou je ne sais plus qui. Enfin bon, bref. Oui, c'est vrai. Il y avait Melvin Barr. On avait libéré Melvin Barr en sachant qu'on allait le transférer à Nice. Enfin bon, bref. Donc on a dit on a fait un effort, on a envoyé Melvin Barr. Mais là, non, moi je pense que les clubs en plein début de championnat, mais ils vont voyer que des seconds couteaux. Thierry Henry va s'arracher les cheveux pour pouvoir faire une équipe ça va être catastrophique. Donc moi je pense qu'il ne veut pas faire partie du naufrage.
Et quand il a rapidement pointé du doigt le fait que athlétiquement, en termes de préparation, il fallait que ça matche, bon, moi je ne le vois pas du tout y aller. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne le vois pas du tout y aller. Bien, donc on est tous d'accord, hein, Lacazette, il peut pas refuser le contrat en Arabie Saoudite. Compliqué. Compliqué. Bon, on va passer au concret, hein, d'une certaine manière. Vos propositions pour les départs éventuels. Donc, on sait que le club veut un défenseur central expérimenté. Donc, je vous ai demandé vos propositions pour défenseur central. Moi, je me suis déjà exprimé avec notamment Brassier en défense centrale, avec Bradley Loco. Je vais beaucoup recruter à Brest. Certains me disent « Mais tu racontes n'importe quoi, à Brest, ils vont faire la Ligue des Champions, les mecs, ils vont pas venir à Lyon pour faire la Ligue Europa. » Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu comme Lacazette, quand ils verront le chèque qu'on leur propose à Lyon et le chèque qui leur est proposé à Brest, ils vont pas réfléchir très longtemps. Donc Brassier et Loco, c'est possible, mais seulement ça coûte cher en transfert, environ 10 à 15 millions pour chacun. On va commencer avec Flavien pour la défense centrale, et toi, tu nous proposes qui ? Medina de Lens, du coup. Oui. Moi, j'ai basé un peu mes envies de recrutement en faisant ce qui a fait la force de Lyon à une époque, c'est-à-dire aller prendre les joueurs en Ligue 1 qui performent. Du coup, c'est un profil qui nous manque un petit peu. C'était quelqu'un avec une grosse grinta aussi, un Argentin, rapide, technique. Facundo Medina, qui, outre son statut de footballeur, a aussi un autre métier qui est boucher-charcutier. Également. Et parfois, cette formation, on la retrouve un peu sur le terrain. Je me rappelle qu'il avait découpé plusieurs fois notre ami Nuama dans les différents matchs face au sans prendre un carton. Exactement. Oui, mais ça, c'est tout le talent, justement. Exactement. Le talent de faire des fautes de barbares sans être sanctionné. Un petit peu de vice, etc. On a vu cette année avec Matic que c'est important d'avoir des joueurs comme ça, qui à chaque crampe, on a gagné 10 minutes, tous les matchs ont gagné à la fin, donc c'est sympa. Et je pense qu'un joueur avec de l'impact comme ça, et tu mets 2-3 coups à ton œuf dès le début du match, mais après il va moins au duel sur toi, on connaît, donc je pense qu'il ferait du bien. Talent, profil à mon avis tout à fait crédible, hein. Un peu cher. Après il joue dans une défense à 3. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas sur une défense à 4. Hein. Ouais. C'est vrai. Okay. Donc compliqué à marier. Et puis je crois qu'il y a du monde. Il y a du monde. Ah oui, mais de toute façon, dès qu'un joueur performe, il y a du monde, hein, ça c'est sûr. C'est tout le travail des agents, d'autant que je vois là, il a un contrat jusqu'en 2028. Ouais, ça coûte cher, Medina. Ouais, ils vont un bon billet quand même, ouais, c'est vrai. Donc c'est-à-dire que si tu vends Jacob Bryan 25, exactement. Voilà, on est toujours un peu lié par les ventes. Steven. Moi, j'aime bien Naïef Aguerd de West Ham, qui a joué à Rennes 2 ans, qui était très, 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 très bon. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui était capitaine, je crois, à Rennes. C'est possible. Mais il était très bon. Après, là, à West Ham, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça serait bien. Il est gaucher, 28 ans, dans la force de l'âge. Il connaît la Ligue 1. Oui. Il a quand même il a joué en Première Ligue, donc il y a de l'expérience. Alors, je précise, après, ça coûte cher. Ouais, sur le visuel, il est évalué à 35 millions, c'est Foot Mercato, mais comme je l'ai déjà expliqué, le gars est en manque de temps de jeu. Il y a un changement de coach à West Ham, donc déjà, il faut voir un petit peu ce qui va se passer avec le nouvel entraîneur. Si lui veut vraiment partir, de toute façon, ils ne le vendront jamais 35, donc c'est pas quelque chose qui est totalement fou. Autant quand son nom est sorti, je crois pour l'hiver, c'était fou parce qu'à ce moment-là, il jouait. Donc il n'avait aucune raison de venir à l'Olympique Lyonnais. Là, ça a un peu changé. Et puis je pense que le statut de l'OL a quand même évolué par rapport au début de saison. Donc c'est pas une piste qui me paraît totalement... On a un peu redoré notre image, ouais. Exactement. Tu avais aussi un autre joueur dont tu nous voulais nous parler. Il y a Boskagli, l'ancien niçois qui joue au PSV Eindhoven. Apparemment, je ne suis pas un expert de l'Eurodivisie, mais il a fait une superbe saison. Oui. Dans un petit championnat, il faut toujours le préciser. Dans un petit championnat, mais aujourd'hui, le PSV Eindhoven, ils finissent combien en Ligue 1? Je sais pas. Pour moi, ils font top 5. Hein. Oui, je pense. Donc, je pense que Boskagli, apparemment, de ce que j'ai lu sur Twitter, c'est très bon. Après, c'est pas un top défenseur. Hein. On n'est pas sur
sur un top niveau mondial, mais je pense que pour jouer l'Europa, la Ligue 1, ça peut être pas mal. Et encore une fois, on parlait de Jack O'Brien, on a joué toute la saison avec un mec qui venait de Molenbeek en Ligue de Belge. Donc, ce qui peut aller dans ce sens, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2025, donc plus qu'une seule année. Valorisé à 27 sur Transfer Market, donc à mon avis c'est moins puisqu'il reste plus qu'une année de contrat. Moi, le seul truc qui me gêne un peu, c'est 1m81. Pour moi, c'est pas assez. Je suis très très focalisé sur la taille, notamment à certains postes. Bon, écoute, pourquoi pas. Tu voulais parler aussi, je crois, d'un latéral pour remplacer Tagliafico. Oui, donc le latéral de Toulouse, Gabriel Suazo, qui était peut-être, on en parlait déjà l'hiver dernier, j'ai vu que c'est ressorti aussi dans la presse récemment. Il a fait de bonne impression contre nous quand on avait gagné là-bas 3-2. J'aime cette mentalité de toute façon sud-américaine. Pour moi, c'est un bon remplaçant de Tagliafico. Là, on en parlait international chilien. Oui. On n'est pas sûr, je pense pas qu'on aura une enveloppe transfert gigantesque. En termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est très efficace. C'est-à-dire que 3,5 millions, moi, c'est ce que on va dire entre 3 et 5, ça va être le prix de Tagliafico. Donc là, on va dire opération blanche au niveau de transfert. Par contre, le salaire, ce ne sera pas du tout le même. On va passer de 4 à 1,5 ou un truc comme ça. C'est bien en dessous. Et pour moi, vraiment, il a été très bon cette année. Et 26 ans. Donc beaucoup plus jeune que Tagliafico. Oui. Moi, je pense même que ça pourrait vite se faire. J'ai vu que c'était ressorti là. Alors bon, ça vient des... Bonne pioche. Ça vient des médias chiliens, faut se méfier. Oui. Mais bon, de toute façon, c'est lié au départ ou non de Tagliafico, qui à mon avis se fera, mais bon. Donc, Gabriel Suazo. On va passer au milieu de terrain. On va enchaîner avec le milieu de terrain et Flavien, je crois que tu as une piste qui me plaît énormément. Je t'écoute. Eh ben écoute, moi je fais revenir quelqu'un qui, pour moi, petit ange parti trop tôt. Je comprends pas comment il s'est retrouvé en Arabie Saoudite après la saison qu'il avait fait à Lens. C'est Seko Fofana, qui nous ferait énormément de bien au milieu. Peut jouer tous les postes. Donc il peut jouer 6, 8, 10. Et un leadership de fou. Exactement, et mettre de l'impact physique, être à la récupération, être là pour marquer les buts. Enfin, franchement, moi, c'est un joueur que j'avais adoré et que vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Il y a sûrement l'argent qui est derrière tout ça. Oui, comme je suis un grand fan de Seko Fofana et je constate un peu avec surprise qu'il n'a que 29 ans. Ouais, bah pareil, j'ai vu ça ce matin en préparant un petit peu la vidéo. Je pensais qu'il était un petit peu plus âgé, donc 29 ans, il a encore 3-4... Enfin, c'est pas déconnant de lui faire un contrat encore sur 3-4 ans. Voilà. Donc, Seko, si tu nous entends, viens à la maison. Ça, je signe tout de suite pour Seko Fofana. On va passer à Steven. Je t'écoute. Classique, sorti sur les réseaux il y a peu. Wilfred Ndidi, donc de Leicester, 27 ans, fin de contrat. Oui. Pareil, j'ai un peu regardé la data là, de ce qui se faisait. Ça m'a l'air d'être un super milieu de terrain. Parce que moi, j'adore Seko Fofana et tout le monde l'adore, mais ce qui nous a manqué de cette année, c'est un peu de stabilité et de ciment au milieu de terrain. Ndidi, de ce que j'ai lu, je crois qu'on est sur quand même un joueur qui peut jouer un peu devant Matic, qui peut couvrir pas mal de terrain, qui ressort bien les ballons. Ça ferait du bien, gratuitement. Après, je crois qu'il y a beaucoup. Et encore une fois, il y a beaucoup de concurrence. Là, il y a le Barça et la Juve. Mais je crois qu'on a affaire à un super joueur et qui ferait quand même beaucoup de bien à l'OL. Moi, je me rappelle du match au parc, on prend 2 € au bout de 10 minutes et j'y étais. C'était une véritable boucherie. on y allait avec 2-6, Cacré Matic. J'avais l'impression qu'on pouvait prendre un but à chaque seconde de ce match. Et pour moi, le chantier principal pour l'année prochaine, c'est ça. Il faut sortir un gros milieu de terrain qui est capable de couvrir du terrain et de bien défendre et de bien attaquer. Si Cacré s'en va, Mangala s'en va, ça va peut-être en prendre un ou deux. Ouais. Et c'est vrai qu'un profil à la Ndidi, avant Seko Fofana, qui pour moi est plus offensif, ça ferait quand même beaucoup de bien. Alors justement, sur les offensifs, tu avais un joueur de Clermont à proposer. Oui, alors il y a Mohamed Cham, ils descendent, très jeune, 23 ans.
Il a surnagé à Clermont. Je crois on doit être à 8 buts, 4 ou 5 passes décisives. Le match où on gagnait 1-0 là-bas, là, il y a 3 semaines, un mois, il avait été plutôt intéressant. La seule offre qu'il a reçue, elle vient de Turquie, de Trabzonspor, pour 2 ou 3 millions. On n'est pas sur un top mondial, mais on va dire que pour 2-3 millions, surtout si cher qui s'en va, ça peut être un profil intéressant. Alors, Sur les milieux, est-ce que ça serait sympa, ouais. Excuse-moi, on t'a pas entendu, Flavien. Non, je dis en super sub, c'est clair que ça fait du bien. Ouais, ça peut. Est-ce que vous craignez pas quand même que ça freine l'éclosion de Mohamed El Arouche et de Diawara? Mohamed El Arouche, dans quel état est-il? Alors, on est tous d'accord que c'est un super joueur. Il a été dans un sale état. On a pris cette histoire de dépression, mais on espère tous qu'il va revenir et très bon. Mais quand et comment de toute façon, il est en dernière année de contrat, donc c'est cet été ou jamais pour lui. Donc, apparemment, il connaissait bien Pierre Sage l'adorait. Oui. Donc, normalement, à voir en pré-saison ce qui se passe. Et je répète ce qu'a dit Pierre Sage à propos de Mohamed El Arouche, il faut qu'il se secoue. Donc, ouais. À voir. Je pense qu'il l'aime bien, mais effectivement, c'est plus. Diawara, à voir aussi. Ouais. Et Diawara, on en avait parlé. C'est bizarre quand même qu'il ait autant disparu après les belles entrées qu'il avait fait, etc. Je pense aussi que ça peut être un bon joueur, Diawara. Je pense que Pierre Sage a joué beaucoup la sécurité, mais qu'on compte énormément sur Diawara dans le club. Donc, écoutez, on va suivre ça. On va passer aux offensifs. Flavien. Bah écoute, je vais pas être très original, mais moi je fais venir Miko Tadze. Oui. Grosse saison en Ligue 2 avec 23 buts et 8 passes D en 37 matchs. Et l'année dernière, 13 buts, 15 passes D en 20 matchs, même pas en saison complète. Donc, il connaît la Ligue 1, il adore le club. Oui. Il a un peu le même profil que Lacazette, ou qu'avait Lacazette, oui. Justement à pouvoir participer au jeu et être pas uniquement un buteur. Donc moi je le fais venir avec grand plaisir. Alors j'avais sorti un sondage récemment sur Miko Tadze et les suiveurs de la chaîne sont hyper à fond sur lui pour remplacer Lacazette. Je crois que Steven et moi d'ailleurs on est moins enthousiastes quand même. Ouais. Alors j'aime beaucoup de joueurs, il a fait une bonne seconde partie de saison. Après est-ce que on voit pas la belle histoire, mais au final je sais pas. Ça sent trop la belle histoire pour que ça soit vraiment parfait. On va aller chercher ce joueur 20 ou 25 millions et alors, là, après Lacazette, ça risque d'être dur de toute façon. Faut avoir des épaules, hein, parce que le mec qui va arriver, il va remplacer Alexandre Lacazette. C'est 40 ou 50 buts en 2 saisons. Moi, j'aime Dalinga de Toulouse. Attends, on va y venir. Sur Miko Tadze, il aura peut-être plus de tolérance de la part des supporters qu'un autre numéro 9 qui pourrait arriver. Ça, c'est sûr. C'est vrai aussi. Bon. Après, moi, vous savez, je suis... je pense que l'OL ne doit pas être un laboratoire. Donc, je ne suis pas contre le fait qu'on prenne des jeunes joueurs, notamment pour les rotations. Mais par contre, sur les postes de titulaires, moi, je veux des joueurs référencés. Pour moi, Miko Tadze ne l'est pas. Il a fait effectivement une bonne deuxième partie de saison à Metz, mais sur les 2 matchs décisifs, il a pas brillé. Voilà, en plus contre Saint-Étienne en plus. Contre Saint-Étienne, voilà, donc où il aurait dû être encore plus motivé. Et son passage à l'Ajax a été catastrophique au point même qu'il nous a fait une Diego Moreira, c'est-à-dire que 6 mois après être là, ils l'ont renvoyé à Metz. C'est pas de sa faute, hein, je crois que... Non, mais peu importe, il s'est pas imposé. Oui, c'est sûr. Donc moi peut-être qu'il va être bon, j'en sais rien. Mais je pense qu'effectivement, pour remplacer un numéro 9 titulaire comme Lacazette, il faut un mec référencé. Et donc, d'une certaine manière, puisque tu en as parlé, Steven, Dalinga me semble quand même avoir un peu plus de références en Ligue 1. Je te laisse parler de ce joueur. Dalinga, il sort d'une grosse saison quand même à Toulouse, un profil un peu plus athlétique, ce qui nous manque aussi, parce que cette année, on a aimé tomber sur Benrahma, alors que Benrahma, je l'ai trouvé quand même intéressant, avec beaucoup de centres intéressants. Oui. Sauf que forcément, quand on centre sur Lacazette et Ryan Cherki, ou Nuama, même s'il a mis un but de la tête. Au Nuama ou Malik Fofana, c'est compliqué. Oui. Par contre, avec un joueur comme Dalinga, moi j'aime ce genre de profil. Là, je regarde un petit peu ses stats. C'est 26 buts quand même à Toulouse sur les 2 dernières saisons de Ligue 1.
En Eurodivisie, il a fait une saison 32 buts en 37 matchs en 2021-2022. Et en plus, 23 ans, 1m90. Ouais. Donc, alors, ça vaut déjà beaucoup d'argent. Tout ce qu'il faut pour plaire. C'est au moins une. Je pense qu'on se situe sur le même prix que Mikotadze, entre 15 et 25. On a 18 sur Transfermarkt. Par contre, je crois qu'il y a du monde déjà, surtout en première ligue. Ah, oui. Mais pour moi, c'est un très bon joueur. Vraiment. Je préfère Dalinga à Mikotadze. Et si je peux me permettre, j'ai vu également ressortir le fantôme de Memphis. Pas pour. Alors justement, Memphis, toi tu n'es pas pour, mais Flavien, lui, l'est. Ouais, moi aussi, je le faisais revenir. Je pense que c'est un joueur qui peut être efficace dès le début, qui connaît l'OL et qui malgré tout a un amour du club. Il n'a d'ailleurs réussi qu'à l'OL. Chez nous. Ouais. Donc, moi, je retenterai l'aventure Memphis, peut-être sur un petit contrat de 2 ans ou quoi. D'autant qu'il est gratuit. Il est gratuit, l'ami Memphis. C'est ça, pas s'engager sur du long terme. Lui, s'il a envie de revenir, on sait que c'est lui aussi en termes de leadership. Il aura pas peur de remplacer la casette, quoi. Je pense qu'il a les épaules pour le faire. Ah, totalement, ouais, effectivement. Bon, moi, j'ai jamais été fan de Memphis, donc j'entends, mais pareil, je ne suis pas convaincu. Bon, moi, j'avais proposé Jonathan David. Les gens dans les commentaires ne me suivent pas parce que je pense que c'est quelqu'un qui manque de charisme, etc. Mais moi, je regarde l'efficacité. J'aime beaucoup David. Voilà, et je disais aussi les références en Ligue 1, je pense qu'il les a. Hein, il est quasiment à 20 buts à chaque saison sur les 4 dernières saisons. Donc pour moi, David, après, c'est cher. Mais il faut savoir qu'il viendrait à Lyon, David, quitterait Lille pour venir à Lyon. Mais tu sais, David, il est apprécié qu'en France. Moi, je suis énormément la Première Ligue et je peux te dire que Jonathan David, il est considéré comme un joueur inférieur. Tu vois, d'une certaine manière, comme Memphis Depay. Memphis Depay, il n'ira jamais en Première Ligue. Il n'a pas le niveau. Et je pense que Jonathan David, il est très bien pour la Ligue 1. Il est très bien pour la Ligue Europa. Donc, moi, je suis plutôt sur ce joueur. En plus, il est relativement jeune. Donc, pour moi, il a le profil absolument idéal. Alors, oui, il ne fait pas rêver. En plus, c'est vraiment pas un joueur spectaculaire. Mais il a une dimension athlétique qui m'intéresse parce que comme je pense que Pierre Sage veut vraiment mettre en œuvre le pressing l'année prochaine, je pense que quand tu as une pointe comme Jonathan David, c'est un bon départ. Fait des efforts, ouais. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que c'est très important. On va terminer sur les offensifs avec un ailier que suggère Steven. Et ça va faire plaisir à ma femme, qui l'adore énormément, ce joueur. Joueur de Reims. Ito, tout simple. Junia Ito de Reims. Alors, ce serait plus. Pour moi, je laisse Benrahma et je laisse sa chance à Nouama, mais pour moi, il y a Malik Fofana aussi qui mérite sa place. Mais Junia Ito, sur le banc, sur une saison qui va être longue, je l'ai toujours trouvé très bon avec Reims. Ça manque un peu de stats. Forcément, c'est pas un grand buteur ni un grand passeur. Mais il fait des belles différences dans son aile. Mais il fait des belles différences. Je l'ai toujours trouvé très efficace et très dangereux. Le match contre Marseille, quand Reims gagne, je l'ai trouvé très bon. Pour moi, en Ligue 1, valeur sûre. On n'est pas sur un joueur excessivement cher. On est un peu sur le même profil que Suazo, où le rapport qualité-prix est très bon. Pour 1 ou 2 ans, ça peut être très bien. On a 8 millions à l'écran sur Transfermarkt, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu moins parce qu'il a 31 ans. Contrat jusqu'en 2026. Ouais. Donc, entre 5 et 10, on va dire. Pas titulaire, mais dans la rotation, je pense que c'est très bien. Et ça connaît la Ligue 1. Ouais. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a donné notre avis. Ça a été animé, ce qui était très bien. Je vous remercie tous les deux, Flavien, Steven, merci à vous. Avec plaisir. De vous être levé dimanche matin pour faire cette vidéo. Steven en retard au travail. C'est pas grave. Le pauvre, il travaille le dimanche. Je vais vous remercier. Nous, on va se retrouver très rapidement puisque demain débute officiellement le mercato en Ligue 1. Le 12, passage devant l'ADNCG. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à craindre, mais malgré tout, restons prudents. Merci à vous deux. Merci avec plaisir, à tous ceux qui sont allés au bout de la vidéo, parce qu'elle fait quand même sans doute
Plus d'1h15, je dis sans doute parce qu'il y aura un petit peu de coupure. Et donc, je vous dis à bientôt et passez un bon dimanche à tous, une bonne semaine et espérons un grand mercato pour l'Olympique Lyonnais. Merci, au revoir.